Bonjour chers téléspectateurs de Télé-École, bonjour chers élèves et bonjour chers collègues et bonjour monsieur le directeur du CEMAT de nous avoir accueillis aujourd'hui parce que Télé-École a choisi CEMAT pour une émission spéciale. Et spéciale dans la mesure où nous allons traiter un thème extrêmement important du programme de philosophie, la nature et la culture et les manifestations culturelles. Et monsieur le directeur va souhaiter le bienvenue aux membres, à nos collègues. Merci beaucoup, monsieur le directeur. Monsieur Faye. Bonjour, madame Badiane. Bonjour les collègues de philo qui sont présents ce matin. Bonjour, chers élèves. Nous sommes très heureux de vous accueillir dans cet antre du savoir. Nous sommes d'autant plus honorés que parmi vos activités, vous avez choisi notre école pour véritablement vous entretenir avec nos élèves d'un point du programme qui, au-delà de l'examen, constitue un socle du savoir. Dès lors que, en parlant de nature et de culture, on ne saurait en parler sans mettre l'homme donc au centre de cette problématique. Nous tous, nous avons étudié dans les classes de seconde et de première cette fameuse pensée de Jean-Jacques Rousseau qui parlait de l'homme qui était né bon, mais que c'est la nature, c'est la société qui l'a corrompu. Nous avons vu comment lui, il a essayé d'expérimenter également une plongée dans l'état de nature. Il s'est exilé dans une île pour vivre et goûter aux délices de l'état de nature. Il n'est pas le seul. Avant lui, il y a eu Hobbes. Tous ces gens ont essayé tout simplement de parler de l'état de nature, mais ils en sont arrivés à une conclusion que l'homme naturel, tout simplement, ne pouvait prospérer. Ce n'est pas possible. Et il faut donc qu'il aille vers l'autre. Et à partir du moment où il est allé vers l'autre, on a noué un contrat, ce que Rousseau appelle le contrat social. Et que dans ce contrat social, il y a eu peut-être des différences de point de vue. Nous savons que pour Rousseau, les rapports étaient des rapports de bonheur, mais que pour l'autre, c'était des rapports un peu conflictuels. Et à partir de ce moment, on s'accorde au moins sur une chose. C'est que quand on vit ensemble, il y a des conventions qui se nouent, et c'est à partir de ce moment qu'on pourrait parler de culture. Et je ne vais pas déflorer davantage le sujet, mais je crois que tout va tourner autour de cette question de nature, de culture. Qu'est-ce que la culture, qu'est-ce que la nature? Mais c'est également ce que c'est que l'acquis, ce que c'est que l'inné. C'est également ce qui est universel et ce qui est relatif. Je crois que dans vos différentes classes, avant d'arriver même en terminale, vous avez ces informations-là. Les différents intervenants vont aller davantage dans le sujet. Mais il y a aussi, je crois, c'est là que je devais commencer, l'étude de la philosophie étant une discipline à un soubassement, c'est l'expression aussi française. Je crois que là aussi, il ne faut pas qu'on se dise qu'il n'y a que le contenu qui importe. Mais il y a également le contenant. Il y a également la forme. Il y a les méthodologies et autres. Je crois que vous aurez tous ces conseils-là à travers donc les interventions qui vont passer tout à l'heure. Je vais m'en arrêter là tout en souhaitant un plein succès à nos assises. Et merci encore, madame Badiane, de m'avoir passé la parole. Merci beaucoup, monsieur Faye, pour ces mots de bienvenue. C'est un plaisir de vous recevoir ici et c'est un plaisir aussi d'être devant vos élèves, vos excellents élèves qui sont devant nous. Et nous allons démarrer le thème nature et culture. Et nous avons l'honneur d'appeler M. Sanoussi Ba,
qui va intervenir, qui va nous expliquer qu'est-ce que c'est que la nature et la culture. Monsieur Ba, on vous attend. Sanoussi, c'est un plaisir de vous recevoir sur le plateau. C'est un plaisir de vous voir pour la première fois. Merci beaucoup. Monsieur Sanoussi Ba, vous savez, la question de l'homme a toujours été au centre de la réflexion philosophique. Depuis Socrate, avec son « Connais-toi toi-même », avec Kant, quand il parle de qu'est-ce que l'homme, je pense que l'homme, on ne peut pas parler de philosophie sans parler de l'homme. Et on ne peut pas, quand on parle de nature et de culture, on a besoin de comprendre la différence entre la nature et la culture. Et pourquoi la culture? Pourquoi l'homme a senti le besoin de créer une culture pour mieux vivre et pour mieux s'adapter. Monsieur Ba, quelle est la différence entre la nature et la culture? Je voudrais d'abord, si vous le permettez, bien sûr, saluer le public, mais surtout saluer les collègues, M. Badara Ndiaye, Maître Badara Ndiaye, avec qui je suis dans le même lycée, M. Siré, que je lis beaucoup. J'ai l'habitude de lui dire que je me fais beaucoup de violence pour le lire parce qu'il écrit beaucoup, mais je lis toujours ses textes parce que ça vaut le coup. Et tous les autres collègues qui sont là, c'est toujours un plaisir d'être avec là. Je voudrais vous remercier d'abord parce que vous aussi, on a beaucoup discuté, mais je crois que c'est la première fois qu'on se voit comme ça. Alors, c'est vraiment un plaisir. Et je salue aussi les autorités, les élèves, tout le monde. Alors, la question... qu'est-ce que c'est que la nature et la culture? C'est vrai que c'est une question qui n'est pas seulement au cœur de la philosophie, elle est au cœur de notre existence. Parce que, en tant qu'être humain, contrairement à Dieu et aux animaux, nous les hommes, tout ce que nous faisons, du 1er janvier au 31 décembre, 24 heures sur 24 heures, se fait entre la nature et la culture. Donc ce n'est pas un thème de philosophie seulement pour avoir une note et partir et oublier. Non. D'ailleurs, tout ce qu'on vous enseigne en philosophie, si c'est bien enseigné, bien articulé et bien compris, doit vous servir partout. Je dirais même jusqu'au bout de la tombe. Est-ce que ça se passe comme ça ou non? Je ne sais pas. Alors, la nature et la culture, madame, pour donner la définition simple que j'ai l'habitude de donner, je dis que la culture, c'est ce qui existe dont moi je suis l'auteur. Moi, en tant qu'être humain. Donc la culture, moi, ce qui existe et dont l'homme est auteur. Et c'est pourquoi je joue un peu avec mes élèves en leur proposant la définition que je vous propose aussi. La culture, c'est ce qui existe et qui n'aurait jamais existé si l'homme lui-même n'avait pas existé. La culture, c'est tout ce qui existe et qui n'aurait jamais existé si nous n'avons pas existé. Amadou Matar Mbaw, dans les cahiers de l'UNESCO, dit ceci. On appelle culture tout ce qui, dans un milieu, provient de l'intelligence ou de la créativité humaine. Je veux dire, si vous vous promenez dans une grande forêt vierge, vous voyez un morceau de craie, vous pouvez jurer qu'un homme est passé par là, parce que Dieu n'a jamais créé la craie. C'est nous qui avons créé la craie, et la craie, c'est de la culture. Si vous passez dans une forêt, vous voyez un épi de mèche, vous voyez un bic, vous voyez un mégot de cigarette, vous voyez quelque chose qui relève de la créativité humaine, jurez sur Dieu qu'un homme est passé par là, parce que ces choses n'ont pas été créées par Dieu. Si Dieu existe, c'est nous qui l'a créé et il nous a laissé la prérogative de créer le reste. Donc la culture, c'est ce qui existe et qui vient de l'intelligence de l'être humain. Alors, avant d'entrer dans la nature, je tiens d'abord à dire
que peut-être que je voudrais partager avec vous une recherche que j'appelle les 5 dimensions de la culture pour permettre à nos élèves de comprendre davantage comment fonctionne la culture, quels sont les contours de la culture et quels sont les cortèges de la culture. Parce que baat bu nekk dafa am lu mu wara andal. Vous nous excuserez souvent du Wolof, c'est dans l'ADN. Nous sommes des enfants de Cheikh Anta Diop et nous pensons que la plus grande révolution que nous, intellectuels, que nous avons à faire, c'est d'arriver un jour à enseigner la philosophie, les mathématiques dans nos langues nationales. Ça, c'est une révolution que nous devons tous porter parce qu'avec le français, l'allemand et l'anglais, nous perdons énormément de choses. Cheikh Anta Diop avait dit exactement, il y a 34 ans aujourd'hui que ce monsieur est sur terre, qu'aucun pays qui parle une langue nationale ne se développera. L'histoire n'a pas encore démenti. Tous les pays colonisés qui parlent des langues occidentales sont des pays sous-développés, mentalement ou économiquement ou moralement ou matériellement, ça dépend. Donc de temps en temps, nous avons ay baatu wolof daf ciy neex. S'il y en a quelques-uns qui n'ont pas compris le wolof, alors qu'ils nous excusent un peu, mais on est au Sénégal et moi je suis wolof. Alors, donc les dimensions de la culture. La première dimension de la culture, c'est que à chaque fois que vous entendez le mot culture, nous sommes dans la création humaine. Yalla amu fa, nature amu fa, dom adama rek mo fa am. Le mot culture et le mot homme sont des synonymes éternels. Il n'y a pas d'homme s'il n'y a pas de culture, il n'y a pas de culture s'il n'y a pas d'homme. Première dimension. La deuxième dimension de la culture, c'est que le mot culture comporte un aspect matériel et un aspect immatériel. Qu'est-ce que je veux dire? Le micro que je tiens, tient de la culture. Le micro que je tiens, tient de la culture. C'est un produit de la culture. Ces caméras sont des produits de la culture. Ces masques, ces bics, cette classe, cette chaise, tout ce qui nous entoure relève de la culture parce que c'est nous qui les avons créés. Si l'homme n'avait pas existé, ces objets n'auraient jamais existé parce que Dieu et la nature ne créent pas des objets. Mais tous ces objets, comme on les appelle, sont des objets concrets, nous pouvons les toucher. Comme nos habits, comme nos bonnets, comme nos chaussures, sont des objets matériels, culturels. Mais au sein de la culture aussi, il y a une dimension totalement immatérielle. Qui peut me donner un exemple? Un exemple d'élément culturel qui est immatériel. Oui? La lampe. La langue. La langue ou le langage? À la langue, comme la langue wolof, la langue française. Merci beaucoup. Qui peut me donner un autre exemple d'élément matériel, d'élément culturel immatériel? Oui? La danse, la musique, le mariage, le deuil, tout ça, ce sont des éléments culturels. Mais ce sont des éléments culturels immatériels parce que nous dansons tous, peut-être, mais personne n'a jamais vu la danse. Nous parlons tous, mais personne n'a jamais vu la parole. Nous faisons tous de la musique, nous entendons les notes de musique, mais nous ne les voyons pas. Troisième élément de la culture, c'est que tout ce qu'on appelle culture est relatif. Contrairement à la nature, qui tient toujours de ce qui est universel, la culture, elle est toujours relative. Ça veut dire quoi? Il y a une diversité culturelle. Si seul l'homme a la culture, les hommes ne partagent pas du tout la même culture. Donnons quelques exemples. Quelqu'un a parlé tout à l'heure de la langue. Prenons les salutations. En anglais, on dit quoi? Good morning. En français, on dit? En wolof, on dit? En tout couleur, on dit? Et pourtant, nous sommes toujours dans le langage, mais nous ne disons pas la même chose parce que nous sommes au sein de la culture. En général, ce qui relève de la culture change d'une communauté à une autre. Prenons l'exemple de la danse. Madame, je dis souvent à mes enfants, à mes élèves, que si vous allez du côté de la Casamance, que j'aime bien,
vous entendez un rythme du genre ne demandez pas la question, c'est des Diola qui dansent. Parce que cette danse, elle est culturelle, donc elle appartient originalement à une seule ethnie, c'est les Diola. Si vous entendez à la télévision Wango Wangade du genre Baba Mal, ne doutez pas, c'est les Pulaars qui sont en action. De l'autre côté du Saloum, si vous entendez Arwatam, Mbimi Khagn Machi, Samayay Laubela, c'est les Wolof. Donc la danse, elle est culturelle, et comme elle est culturelle, elle est relative. Chaque peuple a sa façon de danser. Nous ne mangeons pas de la même manière. Certains utilisent la main, d'autres des cuillères, d'autres des bâtons. Les animaux utilisent leur bouche. Nous ne nous habillons pas de la même manière. Nous n'enterrons pas nos morts de la même manière. Nous ne baptisons pas nos enfants de la même manière. Nous ne soignons même pas originellement nos malades de la même manière. Alors, quand on dit la culture, on est toujours dans ce qui est relatif. Quatrième dimension de la culture. Ce qui est culturel est toujours un héritage. Ce que je suis en train de vous enseigner, il y a quelques années, on me l'a enseigné. Et celui qui me l'a enseigné, lui aussi, on lui a enseigné cela. Ça veut dire que contrairement à la nature qui passe par le sang, vous pouvez prendre la beauté de votre mère, la couleur de votre père, les yeux de votre tante, ça dépend. Mais la culture, elle, ne passe pas par l'hérédité, elle passe par l'héritage. Ça veut dire que le fils du maître Badara Ndiaye, s'il veut devenir un professeur de philosophie, il ne sera pas philosophe parce que son père est un philosophe de renommée. Non. Il faut qu'il aille apprendre la philosophie comme son père a appris la philosophie pour enseigner la philosophie. On n'est pas médecin parce que notre père est médecin, mais parce qu'on a fréquenté des écoles de médecine. Et cette transmission, elle se fait toujours, à mon avis, à travers deux canaux. La culture utilise le canal de l'éducation et le canal de l'instruction. C'est pourquoi à l'école, on précise en disant l'instruction civique. Parce que si l'instruction n'est pas civique, elle est autre chose. Quelle est la différence entre l'éducation et l'instruction? Dans l'éducation, on donne des valeurs. On vous apprend le savoir-être, le savoir-vivre, le savoir-devenir. Dans l'instruction, on vous apprend le savoir-faire. On vous apprend un métier. Le professeur d'anglais qui vous apprend les verbes irréguliers, le professeur de philosophie qui vous apprend à faire une problématique, le professeur de mathématiques qui vous apprend à résoudre un problème, il ne vous éduque pas, il vous instruit. Et l'exemple que j'aime donner souvent en Wolof pour montrer la différence de la culture entre l'éducation et l'instruction. Prenez un exemple. Je prends ma fille. Je viens voir Madame Badiane. Je lui dis, Madame, sama doom ji jàngal ko mandu. Mandu. Mën a téye sa làmmiñ. Évitez la critique facile. Mandu. Traduisez en français comme vous voulez. Mandu est une valeur. Mais quand je dis à Madame Badiane, sama doom ji jàngal ko mooñ wala jàngal ko lal, n'est plus une éducation, c'est un métier. Donc la culture nous permet en même temps de former des hommes en leur donnant un métier, mais aussi d'en faire des êtres humains. Et dernière dimension de la culture, c'est qu'en général, tout ce qui est culturel s'apprend. Et rien de ce qui est naturel ne s'apprend. J'ai fait l'expérience quand j'ai eu un enfant. Pour la première fois, j'ai compris réellement que ce qui est naturel n'est que ne s'apprend pas. Mariama Ba disait dans une si longue lettre, je n'ai jamais autant observé parce que n'ayant jamais été autant concerné. Parce que quand son mari est mort, Mariama Ba a toujours su que les Sénégalais dans les cérémonies de deuil, lu leen neex la ñuy def, mais la mort d'un autre n'est jamais notre propre mort et la mort d'un parent proche n'est jamais la mort d'un autre. Alors quand Mariama Ba a regardé comment les gens se comportaient alors qu'elle pleurait son mari Modou, elle a dit, je n'ai jamais autant observé parce que n'ayant jamais été autant concerné. Moi aussi, quand mon fils est né, je suis venu à l'hôpital, qu'est-ce que je remarque? Jox nañ ko ween bi rek xale bi nekk ci commencé namp. Kan moo ko jàngal namp? Kan moo ko jàngal namp? Yow dañ laa jàngal namp. Yow dañ laa jàngal nelaw. Yow dañ laa jàngal xesanu.
yow dañ laa jaaxal sàq mi parce que ça c'est des actes naturels. Imaginez qu'on devrait apprendre à l'enfant namp day toog juróom-benn weer wala ñetti weer ñu koy jàngal namp, ça veut dire que kon la terre n'aura pas d'homme parce que ñu ñëpp dañuy dee. Ce qui est naturel ne s'apprend pas. On peut apprendre la manière de manger. Oui, la manière de manger s'apprend parce que c'est de savoir et c'est relatif. Am na ñoo xam ne fii tey boo leen joxee kuddu ak fourchette mënuñu ko lekkee parce que ça fait pas partie de leur culture. J'ai vu Béatrice, une Française qui débarque à Kaolack, gis ñu ñun en tant que Sénégalais dans notre art du dank. Et comme elle est française, elle ne peut pas comprendre aussi lan moo tax moom mënul dank. Et quand vous la voyez pour la première fois, nous on le fait avec aisance, da ngay dajale ceeb bi, je sais que ñoom maître Badara Sy mën nañ ko jël nii dank bu naay sex. Mais Béatrice, il fallait qu'elle convoque toute son intelligence, elle fait comme ça, dit tibou, mais merde, mais qu'est-ce qui se passe? Parce que ça s'apprend, parce que dank c'est de la culture, ça s'apprend. Le même exemple, quand vous aurez le bac et que vous irez à l'université, surveillez les serrères qui pour la première fois sont devant un poulet avec une fourchette, c'est la 3e guerre mondiale. Non, parce que je les ai observés. C'est la 3e guerre mondiale. Parce qu'un serrère... Parce qu'un serrère qui quitte son Djahaou natal, qui débarque à Kaolack, le temps d'avoir le bac, il n'a jamais tenu une fourchette. Ça s'apprend, c'est de la culture. Ça s'apprend. Lekk bi doo ko jàng, mais lekkin bi dang koy jàng. Le manger ne s'apprend pas, mais les modalités par lesquelles on mange s'apprend. Il débarque à l'université pour la première fois de sa vie, il a un poulet et il a une fourchette, une cuillère pour manger. Je vous dis que si vous n'avez pas vu la 3e guerre mondiale, allez à l'université et regardez et vous verrez la 3e guerre. En général, dañuy tour lépp parce que ça s'apprend. Ainsi de suite, ainsi de suite. Donc, on pourrait résumer en disant que la culture, c'est tout ce qui vient de l'être humain, qui a des caractéristiques et qui s'apprend. Le verbe de la culture, c'est le verbe apprendre. Presque rien de ce qui est naturel ne s'apprend. On n'apprend pas à manger, à boire, à uriner, à dormir. Personne ne l'apprend. Mais ces messieurs-là, demandez-leur combien de temps ils ont fait pour avoir leur diplôme de philosophie. Et ces messieurs-là, comment ils ont fait pour devenir aujourd'hui des caméramans. Ça s'apprend, parce que la culture s'apprend. Mais il y a quelque chose de très important à retenir aussi. On a comme l'impression que si la culture vient de l'homme, la nature, elle, vient de qui? Où est la preuve? En tout cas, je tiens à dire ici ce que je dis à mes élèves. Parce qu'il ne faut jamais oublier que la philosophie est une éternelle remise en cause. Moi, j'aime toujours partager avec des collègues pour qui j'ai un respect très sérieux, mais folie philosophique, dans le seul but d'être corrigé et d'être amélioré. C'est ça le sens de nos échanges en philosophie. C'est ça le sens de nos échanges en philosophie. Un élève qui me dit, la nature est ce qui a été créé par Dieu. Je peux l'accepter en tant que croyant, dans une perspective purement religieuse. Mais est-ce que tout le monde est d'accord que la nature a été créée par Dieu? Non. Ça veut dire que si vous le dites, vous avancez philosophiquement quelque chose que vous ne pouvez pas prouver. Moi, personnellement, je n'ai aucun problème à voir dans la copie d'un élève qui me dit que la nature, c'est ce qui vient de Dieu. Je n'ai aucun problème parce que lolo la gomme. Mais attention, nous ne sommes pas sur le terrain de la foi, nous sommes sur le terrain de la réflexion intellectuelle. C'est pourquoi je dis à mes élèves, moi, j'aurais défini la nature comme quelque chose que l'homme n'a pas créé. Est-ce que la nature s'est créée elle-même? C'est encore très problématique. Est-ce que la nature a été créée par Dieu? Fofu question de gum la. So xol ngay lambu nangu. Parce que le cœur a ses raisons que la raison ne connaît pas. Donc la définition que je propose, c'est que la nature, c'est quelque chose qui n'a pas été créé par
l'être humain. Ça, au moins, tout le monde est d'accord. Et en parlant de la nature, c'est un concept très polysémique. Qu'est-ce que ça signifie? Un concept polysémique qui a plusieurs sens. D'abord, nous avons ce qu'on appelle la nature physique. Et je vais vous donner une définition. Et vous allez me dire qu'est-ce qui est faux dans cette définition. Ou en tout cas, qu'est-ce qui fait que cette définition n'est pas claire. Je dis que la nature, c'est tout ce qui nous entoure. Parmi les choses qui nous entourent, il y a des choses qui ne relèvent pas de la nature. Cette classe, les poteaux, les fils électriques, les buildings, tout ce qui nous entoure, sont des choses qui ont été créées par l'homme. Donc, on ne peut pas les mettre étymologiquement dans le mot natura comme quelque chose qui naît et qui grandit par son propre principe. Parce que cette classe-là n'aurait jamais existé si l'homme n'avait pas existé. Donc, la nature physique, c'est l'ensemble des phénomènes, des éléments que vous voulez, qui nous entourent, dont l'existence ne dépend pas de l'homme. Je peux avoir 4-5 exemples rapidement. Quelques exemples d'éléments ou de phénomènes naturels qui nous entourent et qui participent aussi à notre vie quotidienne. Là, la mer, les astres, le soleil, la lune, les eaux, l'homme, les oiseaux, les arbres. J'aurais dit le règne animal, le règne végétal, le règne minéral et le règne humain. Parce que loolu lépp indi wuñ ko fi indi woo fi sa bopp indi woo fi asamaan si indi woo fi biddiw yi indi woo fi weer wi indi woo fi ndox mi kan moo ko fi indi c'est une question philosophique mais en tout cas xam nañ ni ñun indi wuñ ko fi donc il y a d'abord ce qu'on appelle la nature environnementale mais il y a aussi parce que la nature environnementale la nature physique c'est une nature qui est extérieure. Le ciel, la terre et les astres ne sont pas en moi mais il y a une nature qui est en moi. Comment on l'appelle? Qui est en vous? Oui? Oui? J'entends pas? Le déterminisme. Le déterminé. Oui, d'accord. Mais comment on appelle cette nature qui est en nous, nous-mêmes? Qui fait qu'on a un teint, qui fait qu'on a une taille, une forme, la couleur de nos yeux, etc. C'est la nature innée. C'est la nature biologique ou la nature génétique. Évidemment, elle est innée. Tout ce qui est naturel aussi est inné. Ça, je crois qu'on le sait. Parce que la nature biologique ou la nature génétique, c'est les caractéristiques que nous avons et qui se transmettent maintenant non pas par héritage, mais par hérédité. Il est normal que doomu golo donne golo. Il est normal que doomu tubaab donne tubaab. Il est normal que boo juddoo nekk nit ku ñuul nga am ay caractéristiques. Il est normal que boo nekkee chinois wala japonaise nga am yenn caractéristiques. Il est normal que soo nekkee tubaab nga am yenn caractéristiques. Parce que je dis à mes élèves, il y a des choses qui peuvent poser ce problème. Ce Michel-là qui est en face de moi, su takkoon tey benn xale bu ñuul kukk doom ju juddu nekk tubaab bu weex tàll kër gi dina rëb ou bien parce que c'est contre les lois naturelles de l'hérédité. Doomu nit ku ñuul dans le principe nit ku ñuul la mën a doon. Nos parents nous laissent des traits et ces traits sont caractéristiques. Am na ñoo xam ne nii boo tijjee seen kër bu seeni doom génnee da nga leen di xool xam ne kii mooy seen baay amul werante. Am na ci doom yoo xam ne nag dañuy waane di niru seen ndey mais niru sa baay gën a wóor niru sa ndey nag. Merci, monsieur Sy. Je pense que vous avez retenu les 5 caractéristiques de la culture qu'il vient de vous expliquer. Il vous a donné aussi une définition de la culture qu'il faut retenir, que la culture est une réponse apportée par chaque société pour résoudre les problèmes spécifiques auxquels les sociétés... Mais je termine une petite chose pour que les élèves évitent cette dichotomie qui pense qu'il n'y a aucune relation entre la nature et la culture. C'est faux. Je vais vous faire une démonstration en 1 minute. Pour vous dire que la nature est toujours liée à la culture. D'abord, si vous prenez un sac en cuir, c'est un produit culturel, mais qui est fait à partir de quoi? Et là, est en partie de la peau de mouton ou de vache. Si vous prenez un habit en coton, est-ce que si le coton n'avait pas existé, l'habit aurait existé?
Est-ce que si les animaux n'avaient pas existé, nos habits en nos chaussures en cuir auraient existé? Non. Ce qu'il faut comprendre là-bas, c'est que la culture est parfois le monde humain élevé à partir de la nature. Et la culture, elle se pose toujours sur la nature. Regardez, dernier exemple, notre propre corps. Notre propre corps est toujours une rencontre, notre façon de vivre entre la nature et la culture. Est-ce que ma tête, elle est naturelle ou elle est culturelle? Allez-y, on termine. Elle est naturelle. Et le bonnet que je porte? S'il n'y avait pas ma tête, on ferait des bonnets. Les écouteurs que vous portez, ce sont des éléments naturels ou des éléments culturels? Est-ce que s'il n'y avait pas les oreilles, il y aurait des écouteurs? Etc., etc. Et regardez même le monde. Cette classe, elle est culturelle, mais s'il n'y avait pas la terre qui est naturelle, ça n'aurait jamais existé. C'est pourquoi tous les penseurs sont d'accord au moins sur une chose, que l'homme est un être bioculturel. Quelqu'un dont le nom est assez bizarre, qui s'appelle Hamburger, dira ceci, et je vous propose cette bonne définition pour poser le numéro. Hamburger dit, l'homme est un subtil cocktail d'inné et d'acquis. Soo déggul subtil bi amoo xam-xam bu doon commentaire la wala dissertation bi subtil bi rëcc la sujet bi du mën a neex. L'homme est un subtil cocktail d'inné et d'acquis. Tous les jours, à chaque fois que vous posez un pas, 24 heures sur 24 heures, vous vous déplacez en même temps avec la nature et la culture. Même les fous sont au cœur de la culture. Je vous remercie. Merci, M. Ba. Merci, M. Ba, d'avoir expliqué le rapport qui existe entre nature et culture et d'avoir montré aussi la ligne de démarcation qui existe entre la nature et la culture.